Qui dit confinement, dit découverte du jeu solitaire. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes pantoufles poilus, c'est Vince de l'école du jeu et j'espère que vous allez bien. Et je vous présente aujourd'hui mon Quad 9 Vince du mois de mars 2020. Un mois assez particulier et qui restera probablement dans les annales de l'histoire puisque nous faisons face à quelque chose de planétaire, de mondial qui est très prenant, c'est-à-dire le virus, coronavirus, le COVID-19. Donc présentement nous sommes en confinement, donc il est impossible pour nous de rencontrer des gens de façon physique, tangible, ce qui fait en sorte qu'on doit improviser si l'on veut jouer aux jeux de société. Et actuellement, vous pouvez voir Cloud Spire qui est sur la table, donc je vais vous en parler un petit peu pendant la vidéo, mais bref aussi, qu'est-ce que c'est mon contexte de la quarantaine. Mais grosso modo, si ça ne vous intéresse pas d'écouter la vidéo au complet, je vous encourage grandement à aller voir dans la description de la vidéo. Vous trouverez des timestamps, des marqueurs de temps indiquant à quel moment et de quel jeu je parlerai. Voilà, donc vous pourrez aller voir là-dessus. Sinon, j'ai envie de vous partager un petit peu mon mise en contexte de la quarantaine. Actuellement, moi, ça fait depuis en fait quasiment 3 semaines que je suis en arrêt puisque je suis enseignant, ce qui fait en sorte que nous avons été arrêtés bien avant beaucoup d'autres corps de travail. On ne fait pas nécessairement de télétravail non plus et il faut occuper notre temps. Ce qui fait en sorte que mon temps, pour ma part, a été énormément occupé par la découverte du jeu en solitaire et aussi la découverte du jeu en ligne avec différentes applications, que l'on parle de Board Game Arena, des applications de téléphone ou encore même Tabletop Simulator. Donc, j'ai joué énormément à différents jeux là-dessus. Justement, je vais toujours faire le comparatif entre le jeu physique et le jeu Tabletop Simulator ou un jeu virtuel que j'ai joué, jeu de société virtuel, quand j'en parlerai. Mais sinon, pour ma part, je trouve que c'est un moment où est-ce que moi, personnellement, ça me permet de recharger mes batteries. Je vivais dans un rythme effréné qu'il fallait toujours être à la course. J'avais différentes occupations. Je devais faire énormément de routes aussi pour me rendre au travail. Et maintenant, on me demande de complètement tout arrêter et de rester en confinement. Parfois, c'est difficile étant donné que j'aimerais voir d'autres personnes, mais j'ai l'opportunité, j'ai la chance, j'ai la bénédiction d'être avec ma femme et on se permet de prendre davantage de temps ensemble. Et j'ai mes 2 chiens qui m'aident énormément aussi à recevoir beaucoup d'amour et donner cet amour-là. Ça me permet aussi de sortir, de pouvoir aller prendre des marches avec eux, de pouvoir un petit peu prendre l'air. Donc, j'ai cette opportunité-là. Donc, pour ma part, je pense que le contexte m'a permis en fait de renouveler un petit peu, de devenir plus créatif au niveau de mes hobbies, de mes passe-temps, de comment je passe le temps de différentes manières. Donc c'est pour ça que là, présentement, c'est un Quad 9 spécial pour moi, puisque je vais vous parler vraiment de comme plein de choses et des expériences de jeu vraiment très disparates, très originales qui vont de tous sens, tout bas, tout côté. Donc, j'ai très hâte de vous partager tout ça. Et on va commencer avec des jeux que j'ai joués pendant la semaine de relâche. Donc, notre semaine de relâche, pour notre part, se passait au mois de... la première semaine de mars. Et en première semaine de mars, ici au Canada, au Québec, nous n'étions pas encore en confinement, donc nous pouvions voir différentes personnes. Et le premier jeu que j'ai envie de vous parler est 13 jours. La crise du missile cubain, qui est un jeu à 2 joueurs qui reprend le principe derrière 1960 Kennedy contre Nixon ou encore Twilight Struggle, mais qui le condense encore plus et qui nous offre une expérience de 45 minutes. Et ce jeu-là va nous permettre de nous remettre dans le contexte de la crise du missile, la crise cubaine des missiles. On va représenter les Américains versus
les Russes, si je ne m'abuse, et il va falloir en fait un peu tirer la couverte chacun de notre côté sur différents théâtres de guerre, ce qui va nous permettre d'avoir des avantages et par la suite ces avantages-là à la fin d'un round vont nous permettre de faire des points ou de retirer des points à l'autre joueur. J'ai joué 2 parties de ce jeu-là et je dois avouer qu'il y a énormément de stock pour un jeu de 45 minutes. Les explications durent environ justement une bonne trentaine de minutes, mais on a une expérience de jeu qui dure 30 à 45 minutes. Donc, évidemment que pour être capable de faire une tête autour de ce jeu-là, il faut jouer à plusieurs reprises et être capable de voir la stratégie à long terme. Il faut vraiment y jouer, y rejouer encore et encore, mais définitivement, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup pour l'instant, que je peux vraiment que dire des commentaires hyper positifs. Mis à part peut-être certains principes de sucre à la corde, encore une fois, que je trouve que parfois on arrive à un espèce de... il y a comme un espèce de climax, un climat de tension qui se crée à un moment donné. Bon, ben on reste là. Et c'est comme si ce climat-là qui est à son apogée, à un moment donné, l'apogée commence à diminuer, puis on dirait que il y a comme quelque chose qui manque à certains endroits. Puis aussi, souvent, je pense que le gros défaut aussi, c'est le fait qu'on va faire des actions, on ne sait pas trop à quoi s'attendre ou qu'est-ce que ça va nous mener, qu'est-ce que ça va nous donner à long terme. Ce qui fait en sorte que des fois, on joue et on ne sait pas trop, on essaye quelque chose, puis finalement, bon, ben, on se rend compte que ça a un impact à long terme qu'on ne s'attendait pas nécessairement. Donc oui, c'est un jeu qui mérite d'être joué à plusieurs reprises, mais c'est pas parce que c'est pas nécessairement des défauts selon moi, en fait, c'est vraiment plus des caractéristiques du jeu, donc ça peut être vu comme bénéfique autant que quelque chose qui est négatif, mais à mes yeux, c'est quelque chose qui est bénéfique parce que dans un jeu à 2 joueurs, ce qu'on recherche, c'est la rejouabilité, et dans ce jeu-là, il y en a définitivement. On continue avec 1889. 1889 qui est un jeu que j'ai joué en ligne. Et je crois que c'est le premier 18XX à avoir vu le jour. Et c'est un jeu, en fait, où est-ce qu'on va avoir un marché d'action, un marché pas d'action, de faire des actions, mais vraiment des actions de compagnie que l'on va acheter, que l'on va vendre pour augmenter, diminuer la valeur de chacune de ces actions-là. Et le tout est axé sur des compagnies ferroviaires de train. Donc, on va installer des tuiles, des hexagones sur le plateau à différents endroits pour créer ce chemin-là et créer un chemin entre différentes villes, ce qui va nous permettre de pouvoir augmenter, dans le fond, les revenus de notre compagnie. Il faut acheter aussi des trains en conséquence. Il y a certains trains qui rouillent à un certain moment donné lorsqu'on arrive à obtenir des trains qui vont faire un plus long bout de chemin. Donc là, ça a une conséquence sur toutes les autres compagnies. Ça nous a duré environ 5 ou 6 heures et je pense que définitivement la manipulation sur Tabletop Simulator, le programme avec lequel j'ai joué, je pense qu'on pourrait réduire peut-être d'environ 45 minutes juste avec la manipulation. Mais c'est vraiment un jeu qui est hyper intéressant, qui est super dynamique, qui est engageant. On ne voit pas le temps passer définitivement. Et c'est vraiment une bonne introduction pour le 18XX, qui est un type de jeu qui me faisait peur. J'étais intimidé par ce genre de jeu-là, simplement parce que, à mes yeux, à moi, le 18XX semblait être un jeu tellement niché, tellement spécifique en regard d'un type de joueur en particulier. Et ça me faisait un petit peu... j'avais peur un petit peu de me dire, est-ce que j'étais à la hauteur? Est-ce que je vais bien comprendre? Est-ce que je vais bien pouvoir jouer? Et avec l'expérience que j'ai eue de City of the Big Shoulders, qui est un jeu qui est sorti en 2019, ça m'a permis vraiment de me mettre dans le bain sans nécessairement avoir de problème pour être compétitif avec les autres joueurs. Mais ça reste quand même un jeu qui est difficile de voir à long terme qu'est-ce qui va se passer, de voir comment est-ce que tout ça va débouler. Et surtout, il y a des petites règles qui font en sorte que ça peut changer complètement l'angle de perspective d'un joueur. D'ailleurs, dans notre partie, à un moment donné, un des joueurs qui a perdu le contrôle d'une compagnie, ce qui l'a énormément ralenti. Donc, il a vraiment traîné de la patte tout le long de la partie. C'est vraiment, vraiment intéressant comme dynamique de jeu. Par contre,
Je dirais que peut-être un petit défaut à mes yeux, quelque chose de, pas de négatif, mais quelque chose de péjoratif, je dirais, ce serait le fait qu'à la fin de la partie, on se retrouve souvent avec des actions qui sont juste... C'est quelque chose qui est pas nécessairement... on n'a pas besoin de réfléchir. On se dit, bon, ben, on va acheter de ces actions-là avec l'argent que l'on a, ça va nous rapporter de l'argent de toute façon. Donc, on arrive vraiment, j'ai l'impression que le 18XX, la manière qu'on l'a joué, c'est comme s'il y a un climax et que là, on arrive et là, on a le temps de vivre autant l'ascendance que le décrescendo, en fait, de cette espèce de fun-là. Donc, on arrive vraiment, vraiment au creux de la pente. Et à la fin de la partie, on fait juste tout simplement faire le jeu de façon très mécanique. Et pour finalement, bon, faire le décompte de nos points, de notre argent, puis le joueur qui a le plus d'argent gagne la partie. Donc, mais en même temps, ça se peut que ce soit tout simplement ma première expérience qui soit pas nécessairement à la hauteur de qu'est-ce que le jeu peut être jusqu'à la fin. Est-ce qu'il peut y avoir une tension jusqu'à la fin de la partie? Si vous avez d'ailleurs joué à des 18XX, peut-être me dire dans les commentaires si ce que j'ai vécu c'est normal ou si après quelques parties, à un moment donné, on commence à s'habituer au rythme et que cette tension-là est continuelle pendant tout le long de la partie. Je serais vraiment curieux, mais définitivement, c'est une expérience que j'aimerais recommencer avec un autre système de jeu peut-être, parce qu'il y en a une pléthore, il y en a vraiment, vraiment beaucoup de différents types. Mais ça m'a donné le goût aussi de rejouer à City of the Big Shoulders. Ça m'a vraiment, vraiment donné l'envie de le présenter aux gens, parce que je trouve que maintenant, en ayant eu l'expérience du 8XX, je peux vraiment, vraiment avoir la satisfaction et surtout voir la beauté de City of the Big Shoulders qui rassemble vraiment des éléments super intéressants du 18XX et qui l'incorpore dans des principes de jeu euro, gestion de ressources. Pour moi, je trouve que vraiment City of the Big Shoulders à ce niveau-là fait une superbe job et c'est un jeu qui mérite définitivement d'être vu, d'être entendu, d'être connu aussi, que l'on entend de plus en plus, puis qu'on voit de plus en plus ce jeu-là. C'est vraiment, vraiment un très, très bon euro, City of the Big Shoulders, mais 1889 l'est aussi. On continue avec Age of Dirt. A Game of Uncivilization. Donc, c'est un jeu, tout d'abord, j'ai fait une critique qui est disponible sur la chaîne. Age of Dirt, c'est un jeu qui, je le compare avec Stone Age sans dés. Donc, il y a autant de chances et le principe de chance est vraiment bien intégré, bien implémenté dans le jeu. C'est vraiment, vraiment le fun. Super jeu, une course à points et on doit aller récupérer des ressources sans avoir le contrôle sur ce qu'on va recevoir parce qu'on va lancer nos petits meeples dans une espèce de tour à meeple et ça se peut que ton meeple tombe pas et que tu récupères une ressource que tu n'as pas nécessairement besoin, que tu ne veux pas nécessairement plus tard dans le jeu. Mais ce qui est le fun, c'est que parfois tu peux sentir que tu traînes la patte, mais à un moment donné, le hasard fait bien les choses parce qu'on a l'impression que le hasard, il nous ralentit jusqu'à un moment donné où est-ce que le hasard nous permet vraiment de prendre une enlignée et de pouvoir être toujours dans la course. C'est vraiment un jeu qui est super agréable. J'en dirai pas plus là-dessus, je vous encourage juste à aller voir la critique du jeu. Le matériel est sublime d'ailleurs. J'ai juste des belles choses à dire sur ce jeu-là. Et peut-être à part le fait que si vous n'aimez pas le hasard, puis si vous n'aimez pas les jeux familiaux, puis si vous haïssez à mourir le thème de la préhistoire, ben procurez-vous pas ce jeu-là. Il n'y a pas grand-chose de négatif à mes yeux dans Age of Dirt. Je trouve vraiment qu'il fait super bien la job qu'il est censé faire. Donc voilà. On continue avec, j'ai joué à 3 parties de Agricola. Donc, après le confinement, moi et ma femme, on s'est dit, ben écoute, on va sortir des jeux, puis on va les user, pas les user à cordes, mais on va faire quelques parties avant de changer, avant d'aller au prochain. Et c'est ce qu'on a fait avec Agricola. Ça faisait quand même très, très, très longtemps qu'on n'avait pas joué à Agricola. Mais ce jeu-là nous a permis de pouvoir renouer avec le classique de Uwe Rosenberg. Et j'aime beaucoup, beaucoup Agricola pour sa présentation, sa simplicité, mais aussi le casse-tête qu'il présente. Parce que oui, au final, on va souvent refaire la même chose, on va être souvent confronté aux mêmes problèmes,
mais c'est la solution qui est devant nous, l'espèce de chemin pour être capable de résoudre cette crise alimentaire, cette famine-là que l'on vit au début de partie. C'est vraiment le chemin que l'on va utiliser et grâce aux cartes aussi. Donc, les cartes permettent vraiment d'avoir une diversité au niveau de c'est quoi mon chemin, c'est quoi vers quoi je m'enligne pour cette partie-là. Est-ce que je m'enligne davantage à récupérer des animaux? Est-ce que je m'enligne davantage pour créer du grain, créer des légumes? Est-ce que je m'enligne davantage pour aller chercher le plus possible de bâtiments d'augmentation majeure? J'aime beaucoup le principe des cartes. Moi, ça me fascine. Et on a un côté engine building qui vient vraiment, moi, m'interpeller davantage que peut-être à Caverna, puisqu'à Caverna, on a déjà tout exposé devant nous, et Caverna, c'est vraiment plus une salade de points. Donc, on n'a pas nécessairement à se préoccuper d'une famine ou de comment se nourrir. Non, on doit juste se préoccuper de comment est-ce qu'on va faire le plus de points possible. Et c'est bien. Mais si on me demandait de choisir, je pense que je tendrais davantage vers Agricola, étant donné qu'on doit gérer cette crise-là pour ensuite être capable d'avoir notre petite machine qui commence à rouler. Moi, ça me fascine toujours et encore ce jeu-là. Donc, d'ailleurs, il va y avoir une vidéo en lien avec Agricola, M. Rosenberg, Caverna, bref, je vous en parle tantôt dans ce qui est à venir pour le mois d'avril. J'ai joué à Infamous Traffic, j'ai rejoué en fait à un Infamous Traffic, j'ai fait une partie pendant la semaine de relâche parce que j'ai présenté le jeu, c'était la première fois que j'y jouais à 5 joueurs et ensuite on a joué 2 parties en ligne. La plupart des gens avec qui j'ai joué ont grandement apprécié et ont vraiment vu la perle qui était un Infamous Traffic. Il y a peut-être un joueur qui a vraiment déprécié l'expérience parce qu'il trouvait que c'était un peu... c'était très... on est pris, on est serré à la gorge et il y a beaucoup de petites règles. Ça, je l'avais déjà mentionné. Donc, les petites règles font en sorte que des fois, on se rend compte qu'on a oublié une règle tout au long de la partie. Là, oups, il faut l'appliquer. Ah, et là, finalement, on a comme une espèce de situation qui fait en sorte que, oups, OK, ça change complètement la donne. Mais ça reste quand même que j'aime toujours ça. Moi, je trouve ça trippant. Mais c'est un jeu que, en jouant sur Tabletop Simulator, je réalise à quel point que des jeux de type interactif, autant que Infamous Traffic et Pax Pamir même, ça demande une interaction qui est réelle et tangible sur la table. Et la manutention, la manipulation des petites pièces ici et là, ça va permettre aussi qu'on n'oublie pas des règles. Parce que dans Tabletop Simulator, pour vous donner un contexte, c'est comme si on était devant une table, sauf qu'on est au clic de la souris toujours. Donc, on va manipuler les choses via l'ordinateur. Mais ça fait en sorte que aussi, à un moment donné, on n'a pas tous les éléments concrets devant nous. J'ai l'impression vraiment que ce côté-là tangible du jeu de société permet vraiment la compréhension globale des règles qui nous permet de mieux comprendre, étant donné qu'on n'est pas devant quelque chose d'abstrait ou de virtuel. Et je pense qu'un Infamous Traffic se prête vraiment moins bien que je le pensais dans une configuration Tabletop Simulator, donc une configuration virtuelle. Donc, je voulais y rejouer, le présenter à d'autres amis, mais je me suis dit, je vais attendre avant, je vais le présenter vraiment de façon concrète sur un plateau, avec un plateau qui en va être face à face, juste à cause du côté interaction, du côté négociation. Et c'est ça qui est vraiment le plus beau de ce jeu-là, selon moi, c'est l'interaction qui est créée et le fait que chaque action que l'on va faire va avoir un impact, va interagir avec les autres joueurs. Moi, j'adore ce jeu-là encore et j'ai envie d'y rejouer tout le temps. Vous me proposez une game d'Infamous Traffic ou de Pax Pamir, définitivement, je vais vouloir m'y prêter sans problème. On a sorti... Oh, ça va être intéressant. J'ai sorti un jeu que ça fait longtemps que j'ai dans ma bibliothèque et qui me faisait peur, qui m'intimidait. J'avais vraiment peur, je me suis assis, j'ai lu les règles de Antiquity, qui est un jeu qui nous vient de Splatterspellen. Et Splatterspellen, c'est la compagnie derrière Roads and Boats, Boss, Food Chain Magnate, The Great Zimbabwe, Duck Dealer, bref, c'est une compagnie où est-ce que tu as 2 auteurs qui sont tellement méconnus, mais tellement
sont tellement pas appréciés à leur juste valeur à mes yeux. Ces deux auteurs-là, en tant que tels, je pourrais pas vous dire leur nom là, de mémoire parce que c'est des noms très spécifiques et allemands. Là, donc, mais vraiment, là, Antiquity nous offre un jeu d'une saveur un peu euro. En fait, c'est probablement le jeu qui est le plus proche d'un jeu euro de construction d'engins, de ressources. Bref, vraiment, là, on va avoir quelque chose de super intéressant où est-ce que on a en fait une structure de jeu bien simple où est-ce que, bon, il faut créer une ville et on a des polyminos qui vont être installés sur notre plateau et ces règles-là, on doit les suivre jusqu'à temps qu'on installe une bâtisse, donc un polymino, qui va briser une règle en tant que telle. Par exemple, à un moment donné, il faut avoir des différents types de nourriture ou différents types de ressources pour produire, par exemple, une ville ou encore pour produire des ouvriers qui vont être placés dans nos bâtiments. Et il y a un bâtiment qui est la faculté de philosophie qui va nous permettre que plutôt que l'on aille à devoir débourser différents types de ressources, par exemple de luxe, on peut débourser le même type de ressources. Ce qui fait en sorte que, par exemple, je sais pas, moi je dois débourser pour l'étable 2 différents types de ressources de luxe, donc de l'or et des perles. Mais maintenant, si j'ai un de mes ouvriers dans la faculté de théologie, ben maintenant je peux juste décider de donner 2 ors ou 2 perles, ce qui va faciliter en fait la tâche au niveau de la production. La production, puis aussi de la récolte des ressources, parce qu'on n'a pas nécessairement à se lancer dans tout plein de directions. Mais vraiment, c'est ça qui est le fun en fait, c'est le fait qu'on a tout plein de super pouvoirs avec les bâtiments, mais on doit choisir parmi ceux-ci et on doit vraiment se diriger vers une lancée et se dire, OK, ma game, ce moment-là, ça va être de faire telle chose. Et que peut-être que je vais avoir cette lignée-là qui va être super bonne, puis que je vais avoir de la misère, je vais rusher sur certains points, mais c'est pas grave parce que je veux m'en aller par là. Alors qu'une autre prochaine partie, on va faire, OK, bon ben là, étant donné que ma partie s'en va directement vers là, bon ben je vais faire ça, et le reste, bon, je vais avoir de la difficulté, je vais rusher là-dessus, donc je veux dire, ça va être un mal nécessaire. Parce que non seulement tout ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est le fait qu'on a différentes conditions de victoire. Donc, au début de la partie, on peut commencer à produire nos ressources, mais très, très, très rapidement, le jeu va nous demander, va nous requérir de se concentrer sur une condition de victoire. Et moi, j'adore ça. Je trouve que c'est fascinant le fait qu'on crée un jeu euro très, très, très serré, puis c'est difficile, c'est vraiment, vraiment dur. On a des restrictions assez notoires, merci. Mais le jeu va nous demander, OK, il faut que tu t'en ailles par là, il faut que tu prennes les directions pour t'en aller par là, et tu dois le faire le plus rapidement possible, parce que si tu le fais pas assez rapidement, il y a un autre joueur qui va s'en aller par là et qui va gagner la partie. Donc, on a une espèce d'effet de course. Mais comme je disais, le côté restrictif, et j'ai pas encore joué le plein jeu, étant donné que pour l'instant, on a joué sans les deux. J'ai joué en fait 3 parties jusqu'à date. Une qui était sans la famine ni la pollution, qui sont les 2 restrictions les plus tough du jeu. On a joué une partie avec la famine et une partie avec la pollution, donc il me reste juste à combiner les 2 ensemble. Je dirais que c'est des variantes un peu qu'on a créées maison. Une des variantes, c'est-à-dire sans la pollution ni la famine, c'est vraiment dans le côté, dans le livret de règles, il y a comme une section stratégique qui me dit, ben essayez sans la pollution, sans la famine, parce que sinon, vous allez mourir d'une mort lente et souffrante. Et je suis d'accord parce que présentement, on a essayé que la famine, que la pollution. Et si on combine, si on joint les 2 ensemble, ça risque d'être assez pénible, merci. Mais c'est un mal nécessaire, encore une fois. Donc, je pense que le jeu nous apprête tranquillement à s'en aller vers la pleine expérience. Et c'est ça qui est le fun, en fait, d'Antiquity. Contrairement aux autres jeux, mettons, tu sais, peut-être à part Boss, là, mais tu sais, Food Chain Magnate ou encore Roads and Boats nous jette directement dans la gueule du loup et nous dit, ben écoute, tu vas te planter, ça va faire mal, tu vas perdre lamentablement, tu vas souffrir, mais c'est normal, tu es à ta première partie, en refaisant quelques autres, puis à un moment donné, tu pourras commencer à dire que tu es compétitif. Et des fois, c'est vraiment pas attrayant pour beaucoup de joueurs de se faire
laver, de se faire lessiver complètement par le jeu. Mais dans Antiquity, au moins, on a comme cette espèce de variabilité-là, de facilité d'introduire au jeu, de juste faire « Regarde, c'est tough ce jeu-là, c'est vraiment, vraiment difficile. Tu vas manger tes bas. Tu sais pourquoi est-ce qu'on te propose de prendre ça relax pour les premières parties. Puis à un moment donné, quand tu seras habitué au jeu, comment est-ce que le système roule, ajoute tel élément, puis après ça, combine tout ça ensemble, puis là, après ça, tu vas avoir l'expérience complète. Donc pour moi, c'est vraiment, vraiment un succès ce jeu-là, mais ne plaira pas à tous à cause de son côté très gestion de ressources à long terme, qu'il faut penser 2 ou 3 tours à la fois, 2 ou 3 récoltes à la fois, en tout cas. Et bref, c'est vraiment pas un jeu pour tout le monde, mais j'ai très très hâte d'essayer la pleine expérience et de pouvoir le montrer aux joueurs qui sont intéressés. D'ailleurs, c'est un excellent jeu à 2 joueurs selon moi. Prochain jeu sur la liste, Arcadia de Rüdiger Dorn, qui est un vieux jeu de 2007 ou 2008, je pense, produit par Ravensburger, qui est quand même un jeu assez simple au niveau des règles, mais qui devient vraiment intéressant puisqu'il est très interactif. Il faudra collecter des sceaux de différentes couleurs et ces sceaux-là vont valoir un certain montant d'argent, dépendamment de ce qu'il y a sur le plateau disponible. Et ce qui rend le jeu intéressant, c'est le fait que les joueurs vont prendre une espèce de petite tour en plastique, apposer un seau et les seaux que l'on verra autour de cette forteresse, donc on va regarder sur le côté, par en haut, et le nombre de seaux qu'il y a en haut de cette tour-là va nous indiquer la valeur de chacun des seaux. Donc par exemple, si j'appose une tour et que cette tour-là en question a, je ne sais pas moi, 3 seaux noirs, ben chacun de mes seaux noirs vaudra 3$ et le joueur qui a le plus d'argent en fin de partie gagne. L'autre chose qui est particulière, c'est que le jeu nous demande de prendre des risques et de vraiment cash in, donc prendre nos sous et les donner le plus rapidement possible à la banque quand ça en vaut vraiment la peine, puisqu'on ne peut que scorer 3 fois officiellement pendant la partie à des moments spécifiques que l'on veut. Et à la fin de la partie, évidemment, on va pouvoir transférer tous nos sauts. Mais tu sais, à la fin de la partie, si mes sauts noirs valaient 5 à un moment donné, que je les ai gardés par peur parce que je me disais, ben, je veux en échanger davantage, puis que finalement, en fin de la partie, ben, ils valent 2 chacun. Ça ne vaut pas vraiment la peine, ça ne vaut pas vraiment son pesant d'or. Il faut vraiment être capable de pouvoir investir au moment où est-ce que ça vaut le plus cher selon nous. Donc c'est très intéressant comme jeu. C'est pas un jeu que je me procurerais nécessairement. On sent le côté un peu vieille école. Comme j'ai dit, c'est 2007-2008. On sent le côté vieille école avec le matériel, la manière que l'interaction est. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant. En fait, je dis que je récupérais peut-être pas. Peut-être que ça pourrait être une bonne idée d'avoir ça parce que c'est un super bon jeu d'introduction au niveau de les fluctuations de marché. Et surtout, c'est vraiment simple à comprendre. Ça se transmet bien. Et on a vraiment un très, très bon jeu solide qui a passé vraiment dans les oubliettes de M. Rüdiger Dorn. J'encourage vraiment les gens à aller voir si vous aimez premièrement l'auteur. Mais au-delà de ça, si vous êtes intéressé à vous lancer dans un petit jeu de fluctuation de marché, si vous jouez avec des gens qui ne sont pas nécessairement habitués aux jeux de société régulièrement, ben peut-être aller voir parce que probablement ce jeu-là pourrait facilement se trouver dans le domaine de l'usager à très très bas prix. Voilà, donc moi j'ai que des belles choses à dire sur Arcadia. Peut-être évidemment sur le fait qu'on ne peut pas nécessairement prévoir à long terme toujours la valeur, quoi que ce soit. Donc c'est vraiment une espèce de jeu où est-ce qu'il faut prendre le taureau par les cornes puis prendre opportunité quand on pense que c'est le meilleur, le plus optimal pour nous. Donc, je veux dire, c'est un super jeu. Il n'y a rien de flamboyant, d'extraordinaire puis de wow, mais je pense qu'il fait vraiment bien le travail qu'il est censé faire et c'est ça la beauté de Arcadia. On y va avec... j'ai fini ma campagne de Betrayal Legacy. Vous irez voir la vidéo que j'ai faite. Elle dure extrêmement longtemps, donc allez voir dans la description si ça vous intéresse les différents moments auxquels on parle des différents... il y a un à table avec les comparses avec qui j'ai partagé l'expérience de jeu. Il y a aussi un moment où est-ce que je divulgue de l'information à grande échelle du jeu.
mais définitivement, c'est un jeu qui m'a déçu à tout point de vue. C'est horrible comme expérience, ça a été le calvaire. Au début, c'était le fun, c'était intéressant, on embarquait, mais à un moment donné, on perd vite le fil et ça devient vraiment du gros n'importe quoi, selon moi, parce qu'il n'y a pas de suite dans les règles, il n'y a pas de suite dans les idées, il n'y a pas de suite à travers les scénarios. On fait un scénario, ça va nous parler d'une histoire, et là, après ça, l'autre scénario, on saute à quelque chose de complètement différent. J'ai vraiment trouvé que l'expérience devenait de plus en plus lourde à chaque fois. On a fait 14 parties. On tenait à faire nos 14 parties parce que c'était important. Mais si c'était pas le côté d'engagement, je pense qu'on aurait arrêté bien avant ça. Et sérieusement, il y a un côté legacy que je ne pense pas que j'apprécie beaucoup. C'est le côté du deck legacy où est-ce qu'on va avoir une espèce d'histoire très linéaire et que d'une partie à une autre, il n'y aura pas grand-chose qui va changer, à part certaines restrictions sur le plateau, mais il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de direction qu'on peut prendre des avenues différentes, surtout avec le principe de robe d'avion. En tout cas, j'en parle plus en détail, mais si vous êtes à l'aise en anglais, si vous aimez les jeux qui vont vous raconter une histoire puis que vous êtes prêt à faire « OK, je vais vivre un tour vraiment bizarre avec comme telle ou telle situation » puis que vous avez une espèce d'imagination hors du commun puis vous mettre en contexte puis « Ah, c'est donc bien drôle, c'est donc bien le fun » puis de vous raconter une histoire à vous personnellement parce que chacun joue, chacun de son côté avec son histoire personnelle de son personnage. Encore là, c'est très variable. C'est peut-être fait pour vous. Sinon, si vous aimez des jeux avec une bonne mécanique solide, oubliez ça tout de suite. Mettez ça de côté. Ça vaut pas la peine du tout. Si vous aimez Betrayal at House on the Hill et que vous tripez vraiment, que vous avez vraiment capoté sur le jeu puis que vous en mangez, oui, allez-y, c'est vraiment Betrayal at House on the Hill. Avec les mêmes défauts, avec les mêmes qualités. Mais si vous avez apprécié Betrayal at House on the Hill, sans plus ni moins, ou si vous n'avez pas apprécié Betrayal at House on the Hill, gardez juste l'expérience de Betrayal at House on the Hill sur votre étagère. Gardez juste ça, ça va être très satisfaisant parce que Betrayal at Legacy m'a complètement enlevé le goût de rejouer à Betrayal at House on the Hill. Littéralement, j'ai plus envie de jouer du tout à ça. J'ai aussi eu l'opportunité de jouer à la nouvelle édition de Caylus 1303 à 4 joueurs. JP, dans son Quad 9, indiquait ne pas nécessairement apprécier... il trouvait que le temps était long. Moi, j'ai trouvé que ma partie s'est quand même déroulée très rapidement. On était 4 joueurs qui savions déjà les règles. Moi, j'ai eu énormément de plaisir. J'ai vraiment apprécié cette expérience-là. Je trouve que c'est le fun, c'est léger, c'est rapide. Je trouve que c'est même rapide. L'interaction est superbe dans le jeu. Moi, c'est ça qui me fait, que j'adore. C'est le fait que on a cette interaction-là qui est présente et cette interaction-là est continuellement en train de nous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est rare des jeux euro qui nous permettent d'avoir ce type d'interaction entre les joueurs. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est le fait que on peut jamais être chacun de notre côté en mode solitaire. Il faut vraiment faire attention à ce que les autres joueurs font. Il y a même un peu de discussion autour de la table. Moi, j'en ai eu. Il y a des joueurs qui seraient comme « Ah non, moi, je te dis rien, je dis pas ce que je fais, etc. » Habituellement, moi, quand les joueurs, quand je commence à parler, les autres joueurs commencent à discuter aussi. Mais sinon, moi, j'aime beaucoup ça. J'aime vraiment le flow du jeu. C'est vraiment comme... C'est rentre dedans. Je dirais son plus gros défaut, par contre, c'est qu'un joueur qui a beaucoup d'expérience va lyncher les autres joueurs. C'est sûr, ça à 100%. Et surtout, c'est un jeu où est-ce qu'à un moment donné, il y a vraiment des actions, des choses spécifiques qui vont être vraiment le plus optimal possible à certains moments dans la partie quand telle ou telle situation se passe. Encore là, c'est un peu de l'expérience de jeu qui rentre au poste, mais peut-être ça peut devenir un petit peu désagréable pour des nouveaux joueurs, des gens qui n'ont jamais essayé le jeu, et que moi, si j'ai 5 ou 6 parties, je commence vraiment à
jouer pour gagner, ben, je vais aller vers une direction spécifique. Malgré qu'il y a différentes avenues pour faire des points, c'est peut-être ça, moi, le plus gros défaut, c'est vraiment le fait que on peut vraiment s'en aller vers une direction très, très, très spécifique pendant la partie. Et si tu sais comment bien gérer cette direction-là, ben c'est sûr, probablement que tu vas lessiver les autres. Il faut vraiment que les joueurs sachent comment t'arrêter. Mais en même temps, c'est le fun. Moi, j'aime beaucoup ça. Je me le suis procuré. Je serais partant pour y jouer. Je serais partant pour le réessayer. Peut-être à 2 joueurs, je ne sais pas comment est-ce que le jeu peut bien filer. Il faudrait que je l'essaye. Mais écoute, ça reste quand même. Puis le changement aussi au niveau... je pensais que le changement, en fait, entre la version de base et la nouvelle version allait vraiment changer la dynamique de jeu et être un peu moins... on allait perdre un peu de la saveur de ce que j'aimais beaucoup de Caylus de base. Mais on la sent quand même de façon différente dans Caylus 13.03. Et les ajouts qui ont été faits sont vraiment intéressants et vont permettre aussi justement de permettre aux nouveaux joueurs d'avoir des petits bonus spéciaux qui pourraient leur donner une direction pour la partie. Donc pour moi, je trouve que c'est un bel ajout qu'ils ont fait avec Caylus 13.03. Maintenant, je vous parle de ma grosse folie de ces temps-ci, Cloudspire. Quand j'ai joué ma première partie de Cloudspire, je n'ai pas nécessairement apprécié parce que je trouvais que le jeu manquait beaucoup de fluidité. C'était pas instinctif. Il y avait beaucoup de particularités, des petits détails, des choses qu'il fallait toujours prendre en considération. Et là, à un moment donné, quand on jouait en 1 contre 1, bon ben là, tel autre joueur avait tel pouvoir en particulier qui faisait en sorte que là, oups, ça changeait complètement la dynamique de jeu. Là, après ça, moi, oups, j'avais quelque chose qui changeait complètement. Puis là, avoir su, on n'aurait pas fait telle ou telle action. Donc, je trouvais un petit peu, je l'avais rangé en me questionnant sur sa véritable valeur ludique. Et j'ai rejoué, en fait, avec un ami avant le confinement et moi, j'ai vraiment apprécié, lui moins, parce que malheureusement, je l'ai un petit peu... j'ai un peu donné la vie dure et c'est peut-être ça le plus gros défaut de Cloudspire, c'est qu'il faut vraiment jouer avec des joueurs qui savent comment bien jouer le jeu ou du moins être avec un joueur qui est persistant, puis qui est persévérant, puis qui veut apprendre à jouer, à apprendre davantage sur le jeu. Mais soudainement, ça a décliqué pour moi et je me suis dit pourquoi pas essayer le solo. On est en période de confinement. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'en apprendre davantage, je vais être le plus bref possible. J'ai fait une critique, en fait un avant, pendant, après qui est un nouveau type de vidéo. Je vous explique ça tantôt. Mais sur Cloudspire, vous irez voir si ça vous intéresse. Et je dois avouer que je suis tombé vraiment en gros coup de cœur. Je trouve que le jeu en solo me fait beaucoup penser à mon bon vieux temps de StarCraft, de Warcraft 3. Pour moi, c'est vraiment un plus-value. Je trouve que c'est le fun, c'est intéressant, il y a des belles décisions à prendre, la programmation est superbe. J'ai vraiment que des choses positives à dire sur le jeu. Je dis souvent ça en passant. Mais peut-être le temps de jeu, ça peut être long, ça peut être moins long, ça peut être variable aussi. Le niveau de difficulté aussi qui peut être variable d'un scénario à l'autre, mais ça ne me dérange pas. J'aime bien pour l'instant l'expérience que je suis en train de vivre. Et surtout, bon, le confinement me permet de pouvoir expérimenter le jeu. Peut-être que ça va être plus difficile une fois que le confinement sera terminé. J'ai énormément de jeux que je veux essayer à plusieurs joueurs, donc peut-être que le côté solo, ça va être quelque chose que je ne pourrais pas expérimenter autant que maintenant. Mais pour l'instant, je suis très satisfait, je suis très heureux d'avoir ce jeu-là en confinement pour être capable d'y jouer, de l'expérimenter. Même qu'il a fait en sorte que j'ai mis de côté Tainted Grail parce que ce jeu-là est plus dans mes cordes. Je trouve que justement, on se perd un peu moins, on a connaissance de cause fois 1000, on voit tout ce qui se passe et on a, tu sais, je veux dire, les choix que l'on fait sont toujours en conséquence des objectifs. Donc peut-être que cette direction-là me plaît davantage que dans Tainted Grail où est-ce que c'est vraiment un jeu d'exploration, ça se peut que tu te plantes, ça se peut que tu te fasses mal, il faut que tu recommences. Des fois, ça peut être fastidieux aussi, enfin bref. Vraiment, je suis charmé par Cloudspire pour l'instant. Je vais continuer à faire les différents scénarios. Peut-être que mon opinion changera au fur et à mesure de la partie, au fur et à mesure de la campagne. J'ai fait 4 scénarios sur, je pense qu'il y en a 16 dans le jeu de base, qui est énorme selon moi, mais bref, j'ai passé beaucoup de temps et c'était du temps très agréable autour de Cloudspire. On continue avec
Dynasties RATNH, qui était un jeu que j'avais proposé dans mon Aqua Joue-Jeu. Et j'ai pu y jouer pendant ma semaine de relâche. Décevant. J'ai joué à 5 joueurs. C'est un jeu, en fait, de I Split You Choose. Où est-ce que, bon, on a comme une espèce de part de gâteau. Il va y avoir un joueur où est-ce qui va séparer les lots et que les autres joueurs impliqués vont sélectionner le lot de leur choix et que le dernier lot sera celui qui a divisé va sélectionner. J'ai vraiment été déçu. Je trouve qu'il y a de quoi qui manquait au jeu. Je trouve que c'était comme... Il manquait vraiment de choix crucial au sens où est-ce qu'il n'y avait pas de déchirement. Puis au-delà de ça, on faisait tout le temps du découpage pour 2 joueurs. Il n'y a pas de découpage de ressources pour plusieurs joueurs. C'est là que ça devient intéressant, selon moi, cette mécanique-là. C'est quand on a à séparer un lot en plusieurs petits morceaux plutôt que juste 2. J'ai trouvé aussi que la pige d'objectifs était très circonstancielle. C'est ingénieux, c'est pas mauvais là, comme jeu au sens où est-ce qu'il y a des belles idées, mais je trouve que le rendement est vraiment décevant. J'ai trouvé ça monotone, puis à un moment donné, un joueur qui circonstanciellement a fait plusieurs objectifs, un à la suite de l'autre, ce qui lui a donné un avantage excessif. Je pense qu'il a gagné par une centaine de points. Je n'irai pas voir nécessairement, là, mais il a gagné par énormément de points. Puis à peu près à la moitié de la partie, on savait que ça allait être lui qui allait gagner sans aucune hésitation. Je trouve ça plate, je trouve ça dommage parce que j'avais espoir vraiment. Puis sur papier, le jeu semble très très bien. Mais malheureusement, le jeu n'est pas à la hauteur de mes attentes, n'est pas à la hauteur de ce que j'aurais cru. On y va ensuite de ça avec Expedition to New Dell, un jeu que Sylvain a grandement complimenté. Pour ma part, j'ai commencé la campagne avec Nancy et on a arrêté au scénario 5. C'est pas un jeu qui nous a plu plus que ça. On est en train de se dire peut-être qu'on voudrait faire les 3 derniers scénarios, peut-être que c'est ça qui vient en sorte, qui vient vraiment boucler la boucle, qui vient mettre le tout à son effervescence. Mais je trouve ça bien. Je trouve que c'est bien fait. Je trouve que il y a pas... Je trouve que c'est bien, mais il manque vraiment quelque chose à ce jeu-là pour que moi je fasse « Wow, ok, c'est vraiment, vraiment le fun ». On joue nos cartes, on joue notre petit engine building. Un moment donné, on a un filon, on commence à y aller avec ce filon-là. On y va selon vraiment selon les objectifs qui sont en jeu. Puis à un moment donné, bon, on finit la partie et le joueur qui a le plus de points gagne. Très euro. Pour moi, ça a juste été un euro de plus parmi l'océan de différents euros qu'il y a. J'ai pas été assez charmé pour faire « Wow, ok, oui, acheter ça ». Peut-être j'aimerais ça finir la campagne pour faire un à table avec ma femme pour qu'elle vous donne son opinion. Si ça vous intéresse, dites-moi-le dans les commentaires. On va se tordre un peu un bras puis on va finir cette fameuse campagne-là. J'ai rejoué aussi, j'ai ressorti Mystea qui est juste là derrière moi. On le voit pas, là. Mais Mystea, qui est un superbe jeu, en fait, qui nous fera rappeler Blood Rage définitivement, avec le côté où est-ce qu'on va avoir une construction de cartes, on va avoir aussi un contrôle de territoire. C'est vraiment, vraiment intelligent. Je dirais qu'évidemment, bon, étant donné que j'ai plusieurs parties derrière la ceinture, moi, je sais à quoi m'attendre, je sais comment me diriger par rapport à différentes choses. Je pense aussi que certains pouvoirs de héros sont plus efficaces à un certain nombre de joueurs et moins efficaces à d'autres nombres de joueurs. Ça reste quand même que je pense que notre engine building est vraiment intéressant puisque moi, j'ai roulé la partie avec 3 ou 4 cartes peut-être, alors qu'on a 8 différents emplacements pour placer nos cartes. Moi, avec 3 ou 4 cartes, j'ai eu un filon que j'ai pu me diriger vers ça, puis j'ai vraiment été vers cette direction-là pour la partie. Puis ça a super bien été, ça a vraiment bien coulé. Les autres joueurs essayaient de placer plusieurs cartes. Ça a bien été aussi pour eux, ça n'a pas été quelque chose de fastidieux ou quoi que ce soit. Les 2 autres joueurs ont terminé très très proches l'un de l'autre. Je pense que ça finit par 1 ou 2 points. Mais vraiment, là, un très très bon jeu Mystea qui n'est malheureusement pas disponible sur
qui n'est pas disponible en magasin. Mais la compagnie Tabula Games a actuellement un jeu en campagne Kickstarter, donc peut-être aller voir si ça vous intéresse ce jeu-là en question, et aussi aller voir en fait si le jeu Mystia ne serait pas disponible. Bref, je vous encourage à aller voir ça. Et si vous voulez savoir c'est quoi le titre du jeu en spécifique, désolé, je ne l'ai pas en tête actuellement, laissez-moi là dans les commentaires. Hey, c'est quoi la campagne Kickstarter de Tabula Games? J'aimerais ça aller voir, puis je vais vérifier, puis je vais aller vous trouver ce jeu-là sans problème. Donc, je vais continuer avec Pax Pamir. Donc, j'ai joué 2 parties de Pax Pamir. Une qui était avec 3 joueurs et l'autre qui était en solo. Je voulais essayer le mode solitaire avant de faire ma critique parce que j'ai fait une critique de Pax Pamir. Et Pax Pamir était d'ailleurs sur Kickstarter pendant le mois de mars. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait une critique. Je reviens avec ça tantôt quand je vais expliquer qu'est-ce que j'ai fait pendant le mois de mars. Enfin bref, Pax Pamir, j'ai joué à 3 joueurs et j'ai vraiment adoré ma partie. C'est vraiment un jeu que, comme j'ai dit avec Infamous Traffic, demandez-moi si vous voulez jouer à Pax Pamir. Hey Vince, peux-tu nous montrer Pax Pamir? Oui. Et je veux dire, dès que tu dis le mot Pax Pamir puis tu dis jeu, oui, je veux jouer. Je tripe sur ce jeu-là. Je trouve que c'est vraiment le fun. J'ai réussi à notre partie à 3 joueurs de faire une espèce d'entourloupette qui m'a permis de gagner sur un coup assez audacieux, merci, mais ça a fonctionné. Et c'est ça que j'aime en fait, c'est qu'à un moment donné, quand on commence à jouer de plus en plus, on commence à voir en fait les différentes opportunités, puis on peut vraiment sauter sur l'occasion. Mais les joueurs, à un moment donné, quand ils deviennent alertes à ça, si on avait fait une deuxième partie, je suis pas mal convaincu que les 2 joueurs avec qui je jouais m'auraient arrêté assez rapidement et auraient été beaucoup plus alerte. Mais c'est vraiment, vraiment le fun comme jeu. Sérieusement, je peux comprendre des joueurs qui n'apprécient pas le jeu, je comprends tout à fait, mais c'est impossible c'est impossible de ne pas voir le génie derrière ce jeu-là. Même au niveau du solo, j'ai essayé le mode solo et vraiment, là, c'est vraiment, vraiment intelligent. On parle beaucoup de David Turgsi avec son mode, son automa. On parle de Stone Meyer Games avec son automa. Mais l'automa de Pax Pamir, je pense que, moi, à mes yeux, je pense qu'il vient vraiment battre tout ça. C'est tellement intelligent et on a l'impression de jouer contre un autre joueur, littéralement. L'automa est tellement bien fait, bien détaillé. Vraiment, on dirait que c'est un joueur, littéralement, qu'on joue contre et qu'on est vraiment en train d'essayer d'affronter parce que toutes les décisions que le AI va faire vont être pertinentes pour le contexte, mais au-delà du contexte, vont être pertinentes aussi contre nous. Donc, c'est ça qui est super intéressant du AI. Donc, si vous êtes un joueur de solo, je vous encourage grandement à aller voir Pax Pamir, à vous informer sur le jeu. Si vous êtes un fan de jeux de contrôle de territoire avec des espèces de twists intéressantes, allez voir ma critique de Pax Pamir. Superbe jeu à tous égards pour ma part, dans mon top 10 de tous les temps. Mais sinon, on va continuer avec Rumble Nation. Je pense que j'en avais parlé dans mes Quad 9 précédents. Rumble Nation, qui est un petit jeu de contrôle de territoire avec des dés. Donc, c'est un jeu très rapide, 20 minutes. On a une belle expérience de jeu. Je pense faire une critique. Oui, j'en ai parlé parce que je me souviens avoir dit ça dans mon dernier Quad 9. Enfin, bref. J'ai envie de vous partager un petit peu sur ça parce que c'est un jeu qui est vraiment le fun, qui est efficace, qui fait bien les choses et il y a un petit principe de cascade qui est intéressant parce que quand un joueur remporte quand un joueur conquérit un territoire, il va avoir l'opportunité d'ajouter des forces aux territoires qui sont connexes et dans lesquels il a des forces. Donc ça peut être intéressant en fait, cette espèce de côté-là cascade et de voir à long terme l'espèce de programmation. Vraiment un très très bon jeu. Je vais faire définitivement une critique sur ce jeu-là. Peut-être pas à 2 joueurs, par contre, je le recommande plus ou moins, mais à 3 puis à 4 joueurs, on commence à avoir un jeu qui a de l'allure. Et ça peut être un très très bon jeu familial d'ailleurs à jouer avec les enfants. J'ai envie de vous partager aussi Sabotage. Sabotage, c'est un beau jeu. C'est un excellent jeu de déduction.
où est-ce qu'on va avoir deux joueurs qui vont s'affronter, un joueur étant les espions et les autres joueurs étant les antagonistes. Et on est plongé dans un univers des années 60, à la manière de la Panthère Rose ou même Austin Powers à la limite. Les joueurs vont avoir une programmation à faire et le matériel est incroyable. Juste la boîte se transforme en paravent pour bloquer la vision du joueur adverse. Et on doit se promener en fait sur cette espèce de grille de 4x4. Et le but des antagonistes, c'est de tuer les espions qui, eux autres, se sont infiltrés à l'intérieur du manoir des antagonistes. Et leur but sera de détruire les radars des joueurs, des antagonistes pour gagner la partie. Donc, vraiment, toute cette espèce de dynamique-là de savoir où se cache telle ou telle personne. On va pouvoir ajouter des dés, mais on a toujours cette espèce de tension-là à se dire, est-ce que je veux ajouter un nouveau dé pour faire plus d'actions ou je veux avoir des actions plus fortes? Parce que chaque joueur va avoir un personnage qui lui est spécifique à lui, ce qui fait en sorte qu'on a des tuiles spécifiques à ce personnage-là. Et donc, on va pouvoir vraiment créer cette espèce de customization, donc cette personnalisation-là de notre personnage. On va pouvoir vraiment faire une différence dans les personnages que l'on joue, une variété aussi dans la manière que l'on joue. Vraiment, moi, la deuxième partie, on en a fait une, on a voulu en jouer une deuxième, une à la suite de l'autre. La deuxième, j'avais vraiment l'impression que mon ami avec qui j'ai joué me faisait des petites entourloupettes, puis se jouait un peu de moi. Tu sais, moi, j'étais l'espèce vraiment d'antagoniste qui essayait de tirer partout, avec son lance-flamme, puis là, après ça, l'autre avec son espèce de lampe de poche qui essaie de trouver les espions. Puis là, mon ami, que lui, il s'amuse à juste faire en semblant d'être ici, de faire en semblant d'être dans une pièce, mais finalement, il est dans une autre pièce, puis il est capable de pouvoir venir me faire une espèce de petit croche, un espèce d'étouffement, puis là, moi, ça m'empêche de faire mes actions. On embarque dans le thème, c'est vraiment, vraiment le fun, et pour les fans de jeux vidéo, qui connaissent le bon vieux Splinter Cell avec la variante multijoueur qui était qu'on avait les espèces de policiers et on avait les espions. On va vraiment sentir cette dualité-là en fait entre les deux parties et j'ai vraiment hâte de l'essayer à 4 joueurs pour voir comment est-ce que cette interaction-là peut se produire et se développer. Vraiment un superbe jeu à tout point, vraiment le matériel, tout est le fun. Si vous aimez les jeux de déduction, allez jeter un œil là-dessus. Et on continue avec Senji. Wow! Senji. Un jeu de Catala et de Serge Laget de 2008 qui m'a fait remettre en question si ça me tentait d'avoir autant de jeux de contrôle de territoire dans ma collection. Senji va utiliser des principes de jeux de négociation, des jeux de contrôle de territoire, des jeux de set collection. Il va tout placer ça dans une espèce de grosse, un melting pot, puis une espèce de cocktail molotov d'expérience ludique vraiment, vraiment funky à l'os. Chaque joueur va avoir un samouraï qui a un pouvoir vraiment différent. Et on se dit au début, tu sais, est-ce que vraiment ça fait une différence? Oui, ça en fait une grande. Un petit pouvoir, aussi anodin soit-il, va vraiment changer ta manière, ta méthode d'interagir avec le jeu. On a un paquet de cartes aussi qui est distinct des autres joueurs. Et juste ce paquet de cartes-là va aussi rendre ta partie complètement distincte parce que tu vas utiliser des stratégies de façon différente. Il y a une partie, en fait, pendant le jeu se passe sur un nombre de rounds. Ça se passe sur le plus grand nombre de rounds possible. Et en fait, la partie se termine quand un joueur va atteindre un certain nombre de points. Et chaque round se passe sur 4 saisons. Puis il y a une saison d'hiver que c'est juste un méga gros sablier qu'on tourne qui dure 4 minutes et que là, tout le monde s'en va à gauche puis à droite dans la pièce et va faire des espèces de négociations, d'accords, de tu sais, ok, je te donne un de mes otages, toi tu vas pouvoir me donner une carte de marché, etc. Puis il y a vraiment plein de manières de pouvoir faire des points. À la fin de la partie, il y a un joueur qui a récolté une pléthore de cartes, il y avait quasiment la moitié du deck de cartes et a juste fait
plein de manières de faire des points, un peu à la set collection, parce que dans le jeu, si on fait des espèces de mains qui ressemblent un peu des mains de poker, ben là, on est capable de faire plein de points. Et le joueur a fait une centaine de points en faisant que des mains de poker de cette collection. Et on s'en rendait pas compte, mais tout le monde lui donnait des cartes marché. Des cartes que, bon, lui, il récupérait. S'il y avait cette carte-là, ben, il pouvait la jouer. Après ça, il récupérait des cartes en main. Donc, il faisait juste récolter plein de cartes. Personne ne s'en est rendu compte. Personne n'a réalisé qu'il faisait ça. Et à la fin de la partie, il est arrivé, puis il a passé de 20 points à 140 points. Il y a des défauts dans le jeu, définitivement, comme par exemple ça, je veux dire, de pouvoir faire 120 points avec une seule stratégie comme ça, puis juste de se concentrer là-dessus. Ça peut paraître bizarre. Il y a aussi le fait que, bon, il y a beaucoup de hasard dans le jeu. On roule des dés et des fois, le dé ne sera pas en notre faveur. Mais ça fait en sorte que c'est une expérience hors du commun. C'est pas un jeu de haut. C'est pas un jeu. Oui, on peut développer une stratégie, mais souvent, on va être limité à la chance. Donc, ça se peut que les dés que l'on roule aillent complètement contre nous. Mais c'est du hasard. Donc, le hasard peut se revirer contre nous. Il peut jouer en notre faveur. Mais c'est là qu'on a aussi des moments d'étonnement, de surprise, de faire « Ah! Voyons donc que ça se passe comme ça. » Et là, soudainement, tout vient de changer autour de la table. Et toutes les interactions que les joueurs avaient viennent de changer de direction. Et là, on va pointer vers un autre joueur. Vraiment, là, un jeu qui m'a charmé à tout point. Et ça dure juste 1h30. Moi, c'est ça qui m'a fait capoter. C'est un jeu on a joué à 5 joueurs et ça joue jusqu'à 6 joueurs. Et apparemment que l'expérience est encore plus le fun, plus plaisante à son plein potentiel à 6 joueurs et qui dure seulement 1h30, qui nous donne un feeling d'un peu un genre de Rising Sun. Puis que vraiment, on a ça en la moitié de temps que Rising Sun, qu'on n'a pas besoin d'une pléthore de figurines parce qu'on fait juste placer des jetons qui se tiennent dans une seule boîte. Vraiment, là, moi, j'ai que des bonnes choses à dire. C'est vraiment venu me donner j'ai vraiment un coup de foudre pour ce jeu-là. Probablement à cause de la phase de négociation qui m'a vraiment, vraiment fait capoter. J'adore les jeux de négociation. Donc là, moi, déjà, à la base, quand tu me proposes un jeu de contrôle de territoire avec négociation et que cette négociation-là doit être faite sur le plus vite possible parce que là, on a un sablier puis en ouais, let's go. Vraiment, là, moi, tu viens m'acheter directement. Et c'est un jeu que je pense de convention et que je vais définitivement sortir à différents moments. Définitivement un jeu que j'ai envie de réessayer une fois le confinement terminé. Je veux vraiment, vraiment sortir ce jeu-là. Puis jouer, là, c'est vraiment, vraiment hot comme jeu. Ça vaut vraiment la peine. Je suis maintenant rendu à Tainted Grail, donc j'ai continué la campagne. Je dois avouer qu'il y a une règle que j'ai mal faite depuis le début de la campagne qui m'a un petit peu... m'a vraiment, vraiment... je trouve ça problématique. Je trouve que ça devient... cette règle-là fait en sorte qu'on est plus pris à la gorge et ça fait en sorte qu'on est moins dans l'exploration alors que ce jeu-là, c'est un jeu d'exploration, c'est un jeu narratif et j'ai l'impression qu'à un moment donné, on va être pris à devoir faire et refaire les scénarios continuellement. Ça m'avait un petit peu dérangé de voir que j'avais pas fait cette règle-là, mais ça m'avait dérangé au-delà de tout ça, d'avoir cette règle-là qui vient un peu me mettre des bâtons dans les roues. Et je réalise que malheureusement, je pense que Tainted Grail n'est pas nécessairement fait pour moi en tant que tel, simplement parce que moi, quand je joue à un jeu, j'ai besoin de voir le plus rapidement possible l'espèce d'ensemble du jeu, vraiment de voir en fait où est-ce que ça s'en va, tout ça. Et Tainted Grail est parfait pour des joueurs de solo qui veulent se perdre dans des soixantaines d'heures seuls. Et je ne suis pas un joueur solitaire de base, mais vraiment, en fait, j'y ai joué et en y rejoignant et en y réfléchissant, ça m'a donné davantage l'envie ça m'a donné, j'ai réalisé en fait l'avantage de faire ça. Et au-delà de ça, ça m'a vraiment donné la perspective que si on considère que Tainted Grail est un jeu que l'on va jouer à plusieurs reprises, qu'on va refaire les scénarios, que l'on va refaire la campagne, alors oui, définitivement, il va y avoir des lignes directrices, des lignes narratives secondaires que l'on n'aura pas vues à tel ou tel scénario, ce qui fait en sorte qu'on va avoir envie d'aller vers cette ligne narrative-là. Donc, je pense que c'est vraiment un bel avantage que le jeu a, mais malheureusement, je ne sais pas si pour moi, ça vient vraiment être quelque chose qui m'interpelle réellement.
Je vais terminer, je pense, la campagne de Cloudspire parce que j'ai vraiment, vraiment du fun à y jouer. Je veux finir la campagne de Tainted Grail définitivement. Mais je ne sais pas si Tainted Grail va tomber dans mes cordes à la fin. J'ai hâte de voir la conclusion des scénarios. C'est surtout ça, en fait, qui me tient un petit peu en haleine avec Tainted Grail. C'est le fait que l'histoire est intéressante et interpellante. Mais mis à part ça, je ne sais pas si le reste du jeu est fait pour moi. On va voir et vous verrez évidemment à travers les différents coins de neuf qui se dérouleront pendant les prochains temps. On est sur le point de terminer notre campagne de King's Dilemma et c'est très drôle et c'est vraiment, vraiment particulier. Je ne veux pas divulguer aucune information, mais il y a eu des événements qui se sont déroulés pendant notre partie qui ont fait en sorte que ça a complètement coupé la partie. On s'attendait, on avait cette espèce d'attente que la campagne allait se terminer, allait se conclure et finalement un événement a complètement fait revirer la vapeur, ça a changé toutes les choses de côté et ça a conclu notre partie. Donc là, on s'est dit, on va se voir la semaine prochaine pour faire le dernier scénario. Et la semaine d'ensuite, le Québec en entier, le Canada en entier est en confinement social. Ah! Non! Je ne peux pas finir King's Dilemma avant longtemps à cause de ça. Ah! Ça fait mal. J'ai mal. J'ai mal. Ça fait vraiment mal. J'ai envie de finir ma campagne de King's Dilemma, mais je ne peux pas. Et je pense que là, présentement, ma réaction en dit beaucoup sur le jeu. Le fait que ça fait 12 parties que l'on joue, je vais vérifier, 12, peu importe, le fait que ça fait une douzaine de parties que l'on joue de King's Dilemma et que j'ai de plus en plus d'intérêt, que les autres joueurs autour de la table ont de plus en plus d'intérêt, ça dit beaucoup, je pense, et c'est un jeu qui, je crois, pourrait être vraiment une excellente introduction au jeu de négociation et au jeu de rôle aussi, parce qu'on se prend dans le jeu d'être un conseiller du roi. Vraiment, là, et je vous le dis tout de suite, je vais probablement recommencer, je vais m'acheter une version en français et je vais jouer avec mon groupe avec qui on a joué à Betrayal Legacy, simplement parce que c'est un jeu qui mérite tellement d'être joué. Je pense que j'ai une trentaine d'enveloppes. Là, je vais vous expliquer tout ça plus tard dans d'autres vidéos. Mais j'ai une trentaine d'enveloppes qui n'est pas encore ouverte. Une trentaine et on est en train de conclure la campagne. C'est fou. Il y a la moitié. On a environ une soixantaine d'enveloppes. Et il y a environ la moitié des enveloppes qu'on n'a même pas touché. Donc, ça veut dire tout un autre pan qu'on n'a pas encore observé, qu'on n'a pas encore essayé. J'ai vraiment hâte, en fait, de recommencer la campagne pour vraiment donner plus de saveur à tout ça. Les pouvoirs aussi des gens, des différents personnages commencent un peu plus, tu sais, là on est rendu loin là, dans le jeu, mais ces pouvoirs-là sont vraiment intéressants et je pense que la prochaine fois quand je vais reprendre le jeu, je vais encourager les joueurs à se concentrer sur ces pouvoirs-là parce qu'ils donnent un avantage notoire, ils donnent vraiment une direction au type de négociation et on a commencé à faire de la négociation à l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne révèle pas réellement notre véritable agenda et qu'on commence à partager en fait une espèce d'accord avec un autre joueur avec lequel on n'est pas du tout en accord. Donc, on est souvent en train de faire des revirements de situation comme ça que lorsqu'arrive notre tour, ben là, on a soudainement un point à mettre sur la table et ça va complètement changer l'opinion, la perspective que l'on avait de cet enjeu-là qui est en jeu. Bref, j'adore King's Dilemma. C'est vraiment, vraiment une expérience. Je pense que c'est mon expérience, la meilleure expérience de type Legacy que j'ai eu jusqu'à date. Donc, autant j'ai été hyper déçu puis hyper frustré par Betrayal Legacy que là, présentement, je suis déchiré par le fait que King's Dilemma va devoir traîner sur mon sofa pendant encore très, très, très longtemps. Ça me fait mal. Je continue avec Taverns of Tiefenthal, donc les tavernes de la vallée profonde. J'ai joué, j'ai trouvé ça bien. Moi, personnellement, je sais que JP et Sylvain n'ont pas apprécié l'expérience du tout. Ça n'a pas été vraiment un charme.
Moi, ça n'a pas été un calvaire. Je m'attendais à rien en tant que tel. J'avais pris l'opinion de Sylvain puis de JP avec un grain de sel, simplement parce que j'avais aussi d'autres amis qui ont expérimenté le jeu puis qui ont dit « Ben moi, j'ai aimé ça, puis je comprends pas pourquoi est-ce que les autres n'aiment pas ça. » Ceci étant dit, j'ai joué, puis j'ai bien aimé l'expérience. On a joué avec tous les différents, la plupart des modules. J'ai trouvé vraiment l'expérience intéressante. J'ai trouvé que c'était un jeu qui avait une espèce de direction, un type de... Vraiment, ça vise un type de joueur. Et le type de joueur que ça vise, c'est pas le type de joueur que Charlatan Belcastel vise ou encore que The Mind vise. C'est comme un entre-deux. Mais au-delà de ça, c'est que ça vient vraiment offrir une perspective intéressante au deck building. Et je pense que ce serait probablement une belle introduction. Je trouve aussi le thème qui est quand même bien introduit. Je trouve ça intéressant que l'on voit tranquillement son espèce de bar, d'auberge se construire devant nous, d'épurer notre deck, de dire, bon, ben écoute, cette racaille-là qui vient tout le temps dans mon auberge, elle vient plus, je veux plus rien savoir d'elle. Toutes ces perspectives-là, je trouvais ça intéressant. Je pense pas me l'acheter, je pense pas me le procurer, mais je serais pas prête à faire un pourquoi je n'aime pas les tavernes de la vallée profonde, autant que je serais pas prête à dire que c'est ma déception de 2019. Je pense que vraiment c'est un bon jeu qui ne répondra pas aux besoins de d'autres joueurs, des joueurs plus expérimentés, mais qui va définitivement offrir un beau challenge, un beau défi à des joueurs plus néophytes, selon moi. Donc, moi, j'ai pas grand-chose à dire contre Taverne de la Vallée Profonde. Et finalement, le dernier jeu que je vais vous parler, je l'ai joué à travers une application contre des AI qui sont directement dans l'application, et c'est Through the Ages, qui est un jeu, en fait, de Vlaada Chvátil, et que l'application est vraiment, vraiment extraordinaire pour apprendre à jouer le jeu. Mais je ne suis pas convaincu que j'apprécie tant que ça Through the Ages. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments, en fait, qu'il faut comprendre, savoir. Il y a beaucoup de choses qui deviennent, à un moment donné, limitatifs et surtout qui encouragent les joueurs qui ont beaucoup d'expérience à donner une méchante grosse rince aux nouveaux joueurs. Et donc là, on se retrouve encore avec un problème qui est récurrent dans le jeu de société en général, c'est-à-dire un joueur qui a de l'expérience autour de la table va lessiver les autres et va donner un mauvais quart d'heure aux autres joueurs. Puis c'est ça que je trouve difficile, surtout à cause du principe militaire. Il y a un principe dans le jeu qui va nous encourager à bâtir notre force militaire. Mais à un moment donné, il y a un joueur qui peut développer une force militaire hors du commun, et ça de façon très rapide, contrairement, mettons, à un joueur qui commence à jouer, qui commence à voir le principe. Et ce joueur-là, ben, soudainement, commence à faire des guerres avec les autres joueurs autour de la table, et surtout, bon, un joueur qui est moins fort dans son militaire. Et là, toi, en tant que tel, t'es là, t'essaies d'apprendre le jeu, t'essaies de faire tes combos, t'essaies de voir comment est-ce que toutes les choses se passent, et là, tu reçois des attaques, et tu reçois des attaques, et tu reçois des attaques, puis tu reçois des attaques, puis là, soudainement, il y a une guerre, puis là, cette guerre-là, t'as à perdre. Puis là, à un moment donné, tu reçois une attaque. Puis là, à un moment donné, il y a des territoires qu'il faut que tu découvres, puis que t'es pas capable de découvrir parce que t'as pas assez de force militaire. Et là, tu te fais attaquer. C'est frustrant, c'est vraiment, mais là, à un moment donné, laissez-moi jouer, s'il vous plaît, là, je peux-tu découvrir le jeu, je peux-tu juste, comme, avoir du fun à essayer de bâtir mon petit empire. Si c'était, tu sais, si, admettons, c'était juste de ça, ce serait pas si pire. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu arrives à la fin de la partie, puis je veux dire, je joue contre des AI au niveau normal, puis les AI me plantent à 125 points. Je suis pas un gars habituellement qui est aigre face à ses défaites, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu te dis, ben ouais, non, il me semble qu'eux autres, ça va super bien leur affaire, puis tout roule bien, puis là, il y a vraiment une espèce d'enchaînement, puis que moi, il me semble que je fais des choses qui sont correctes. Je veux dire, je produis des ressources, je vais essayer d'être le plus équilibré possible dans mes ressources. Non, ça marche pas de même. Ben non, tu l'as pas. Puis là, tu fais comme, OK, mais pourquoi? Puis là, tu essaies une prochaine partie. Tu dis, OK, bon, ben, tu sais, ils ont fait ça, je vais essayer de faire ça. Finalement, non, t'as pas fait ça, c'est comme du monde. Fait que là, t'es comme tout le temps en train de réagir face aux autres, mais tu sais jamais comment réagir face aux autres parce que tu dis, ben, je vais réagir comme ça parce qu'il a fait ça à la dernière partie, mais ça ne s'applique pas à cette partie-là. C'est un moment donné, ça devient vraiment limitatif, ça devient frustrant. Puis surtout, en fait, c'est que quand tu joues avec une application, ben, je veux dire, tu peux pas nécessairement réguler la force des AI ou tu peux pas nécessairement réguler vraiment ça.
c'est parce que je me demande sérieusement, est-ce que vraiment j'aurais du plaisir à jouer à ce jeu-là avec des joueurs qui ont moins d'expérience que moi? Ça va-tu être le fun pour eux autres? Mais au-delà de ça, est-ce que j'ai envie de jouer à ce jeu-là avec des joueurs plus expérimentés que moi, qui eux autres connaissent tous les rouages puis savent comment jouer? Ça devient quasiment une partie d'échecs là, au final. Et au-delà de ça, le jeu t'offre une pléthore de choix. Hein, on a plein de choix. On a tout plein de choix. On peut faire ce qu'on veut dans le jeu, puis ça. Puis là, ça se dit être un jeu super ouvert de civilisation, etc. Mais au final, dans tous les choix, dans à peu près les dizaines de choix que le jeu t'offre pendant ton tour, il y en a 3 ou 4 qui sont vraiment optimales. Puis là, tu te demandes comment est-ce que je fais pour le savoir? Ben, c'est par expérience. Faut que tu te plantes pour mieux te relever plus tard. Faut que tu tombes, faut que tu apprennes de tes erreurs. Puis là, tu es comme, oui, mais comment tu veux que j'apprenne de mes erreurs si ce que j'ai appris ne s'applique pas à ma prochaine partie? C'est frustrant. C'est frustrant. Je suis pas en train de dire que le jeu n'est pas bon. Je suis pas en train de dire que le jeu ne m'interpelle pas. Je vais y rejouer sur l'application parce que vraiment, il y a de quoi qui me chicote. Mais est-ce que vraiment j'ai envie de me procurer ce jeu-là, de le montrer à des gens autour de moi, puis de ça? Vraiment pas. Au final, c'est un jeu que tu joues en solitaire avec l'application parce que tout le monde dit depuis que l'application est sortie, je ne joue plus à ce jeu-là physiquement. Mais ça devient un jeu. C'est quoi la différence entre ça et une application de téléphone? Je veux dire, ce n'est plus un jeu de société rendu là. Ah oui, mais là, je peux jouer en ligne avec d'autres amis. Oui, comme d'autres applications de téléphone, comme d'autres jeux que tu peux jouer. Le jeu de société, c'est quelque chose qui est censé être fait pour être mis sur une table, puis jouer autour, puis oui, peut-être avoir un aide au niveau digital, mais c'est pas censé devenir quelque chose qui est plus efficace par téléphone ou par application ou de façon, tu sais, je veux dire, si j'ai envie de me procurer Through the Ages, je vais vouloir jouer avec des gens, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à vouloir investir 3 heures parce que c'est un jeu de 3 heures sur table? Dans l'application, ça dure moins de temps parce que tu joues avec des AI. Donc là, tous ces questionnements-là, vraiment, est-ce que j'ai envie de jouer à ce jeu-là en ligne avec des joueurs qui ont 40, 50, 60 parties, puis qu'autour d'eux, de la game, je vais faire « OK, l'issue du match est faite. » Je sais pas, je suis vraiment confus par rapport à ce jeu-là. Est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas? Pour l'instant, je trouve ça frustrant. Mais il y a quelque chose qui me dérange, puis je veux savoir qu'est-ce que c'est. Des fois, je suis masochiste comme ça. Et c'est ce qui conclut ma portion de jeux joués dans le mois de mars 2020. Donc, il y en a énormément, et c'est pourquoi il y en a énormément, parce qu'on est en confinement, puis il y a une semaine de relâche qui fait en sorte que j'ai joué énormément, et j'aime beaucoup jouer, donc vraiment, belle opportunité pour moi d'essayer différents trucs. Maintenant, je vous jase de ce que j'ai fait pendant le mois de mars comme vidéo. La première vidéo que j'ai faite pendant le mois de mars, évidemment, c'est mon quoi neuf du mois de février. La deuxième que j'ai faite, c'est sur les grands auteurs. Donc, j'ai commencé une nouvelle série où est-ce que je vais vous présenter les différents auteurs du milieu. Le prochain auteur, il sera en fait lundi, donc je vais vous présenter un nouvel auteur et vous verrez qui c'est, avec plein de personnes qui vont pouvoir vous dire leur jeu favori de cet auteur en question. Donc moi j'ai présenté Bruno Catala, un auteur que j'aime beaucoup, à cause de ses jeux, mais à cause de sa personnalité, c'est vraiment un être fabuleux, vraiment, il est le fun, il est agréable à côtoyer, un homme qui a vraiment le cœur sur la main. Vous irez voir en fait la vidéo parce que j'explique en gros qu'est-ce qui caractérise Bruno dans sa création de jeu. Je pense que c'est vraiment ça mon but avec les grands auteurs, c'est de vous dire en fait, vous donner un peu un portrait très large de sa biographie, donc vraiment très rapidement, mais aussi dire qu'est-ce qui caractérise cet auteur-là en question et qu'est-ce qui fait en sorte qu'il est devenu un grand auteur, c'est quoi les différents jeux qui ont permis de pouvoir être qu'est-ce que cet auteur-là amène dans le hobby. Donc voilà, c'était les grands auteurs, donc Bruno Catala. J'ai ensuite de ça fait une critique sur Pax Pamir 2 Second Edition, simplement parce que ça concordait avec le Kickstarter, donc la campagne Kickstarter qui vient de se conclure en fait à la fin du mois de mars.
J'avais envie de la faire parce que ça fait longtemps que j'en parle, ça fait plusieurs reprises que je dis que c'est un jeu extraordinaire, mais j'avais pas fait encore de critique et je voulais en faire une un peu plus à la manière de Shut Up and Sit Down, mais je me rends compte que malheureusement, ce n'est pas possible si je veux produire et si je veux faire différentes vidéos. Donc c'est pour ça que présentement, je vous offre l'opportunité de pouvoir avoir une critique un peu plus traditionnelle de Pax Pamir. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que j'ai réalisé qu'il n'y en a pas beaucoup en français, voire même j'en ai pas trouvé, je pense. Mais c'est un jeu qui mérite, qui en vaut tellement son pesant d'or. La version française va être disponible. Allez voir ça. Procurez-vous une copie. Appréciez le jeu ou n'appréciez pas le jeu. Mais vous allez reconnaître le génie derrière M. Cole Wehrle. Et finalement, si vous n'appréciez pas, vous allez définitivement trouver quelqu'un qui va pouvoir vous racheter votre copie à son plein prix. On continue ensuite avec une critique de Age of Dirt. Donc, comme j'ai mentionné pendant que je parlais de Age of Dirt, j'ai fait une critique sur ce jeu-là. Un jeu super le fun. Je vous encourage vraiment à aller voir la critique. C'est le fun, c'est super drôle, c'est familial, c'est entertainant, c'est amusant, on se perd, ça capte l'imaginaire, c'est le fun au bout comme jeu. J'explique vraiment les règles pas mal en long et en large. Donc, allez voir si ça vous intéresse. Et définitivement, un jeu qui va vous amener le sourire, surtout si vous êtes en famille pendant ce temps de confinement. C'est vraiment un très très bon jeu pour vous. Il y a aussi une critique sur Underwater Cities New Discoveries que j'ai faite, où est-ce que je pose la question, est-ce qu'elle en vaut son pesant d'or, est-ce qu'elle en vaut la peine? Donc, cette extension-là vaut quand même 65$ plus taxes, je pense, ici au Canada. Donc, qui est à peu près le même prix que la boîte du jeu de base. Et je vous montre qu'est-ce qu'il y a dedans. Je vous montre aussi les différents modules qui sont présentés. Et je vous donne mon opinion sur est-ce que ça vaut la peine ou non de pouvoir obtenir une version de luxe de son... au-delà des plateaux de luxe, pardon, est-ce que ça vaut la peine d'acheter cette extension-là, à part cet ajout-là dans la boîte? Est-ce que le reste en vaut grandement la peine? Vous irez voir ce que j'en pense. J'ai fait aussi un nouveau type de vidéo qui se nomme Avant, Pendant, Après. Et je l'ai fait avec la session de solitaire que j'ai joué à Cloudspire. Donc, c'était la première session. Le but derrière Avant, Pendant, Après, c'est de vous donner mon impression avant, pendant, après un jeu. Donc, je vous donne en fait une impression avant, après avoir lu les règles. J'installe le jeu, je vous donne un petit peu mes impressions sur qu'est-ce qui va se passer. Je vous dis ensuite, pendant le jeu, donc je vous reviens en fait pendant le milieu du jeu, je donne mes impressions et finalement, je vous donne finalement ma conclusion, mes premières impressions officielles une fois avoir conclu la partie. Et je trouve que c'est quand même très pertinent comme type de vidéo, simplement parce que ça nous donne vraiment une vue d'ensemble sur l'évolution en fait de la pensée que j'ai à travers le jeu. Parce qu'il y a des jeux souvent que sur papier, ils semblent extraordinaires, ils semblent vraiment bons, et que finalement tu y joues en pratique et tu fais comme « Ah! » Et le contraire arrive aussi, mais aussi des fois des jeux qui semblent compliqués, semblent moins compliqués, des jeux qui semblent simples, semblent plus compliqués. On pense être à l'aise avec tel élément, puis finalement, on réalise qu'il y a un élément qui a complètement chamboulé ou renversé notre perspective du jeu. Bref, c'est vraiment un type c'est un type de vidéo qui, je pense, peut bien s'apprêter non seulement pour des jeux un peu plus lourds, mais aussi des jeux de type Legacy, où est-ce qu'on va pouvoir faire avant, pendant, après la campagne. On va pouvoir le faire aussi sans nécessairement divulguer des informations nécessaires pour le jeu, puis vraiment vous donner en fait une espèce une opinion favorable ou défavorable pour le jeu, dépendamment de notre expérience personnelle. Et finalement, j'ai fait une vidéo de À table avec Betrayal Legacy que j'ai encore une fois mentionné pendant mon opinion personnelle de Betrayal Legacy. Où est-ce que je parle de qu'est-ce que je pense de Betrayal Legacy? Qu'est-ce que je pense de ce jeu-là après avoir fait toute la campagne au complet? Je suis accompagné de Nancy, ma femme. Je suis accompagné de Antoine, mon cousin, et finalement Pierre, mon grand ami de jeu. Et on discute des différents éléments qui nous ont fâchés, des éléments qui nous ont surpris, des éléments qui nous ont
qui nous ont laissé sur notre faim ou qui nous ont laissé froid, comme j'ai expliqué. Malheureusement, ça ne passe pas l'épreuve du temps, ce jeu-là. Et j'explique aussi à la fin de la vidéo différents éléments un peu où est-ce que je fais du divulgachage, où est-ce que j'explique différentes choses sur le jeu de façon plus précise. Maintenant, pour les vidéos qui sont à venir, alors tout d'abord, il y a une vidéo dans la série Les Grands Auteurs qui s'en vient très très bientôt sur les ondes de l'école du jeu. Sinon, j'aimerais faire peut-être aussi, étant donné que j'ai joué quelques parties d'Agricola, faire une espèce de comparatif entre Caverna et Agricola. Donc vraiment mettre les deux en perspective, vous donner une opinion personnelle sur comment les deux peuvent se comparer et comment les deux sont différents et lequel je préfère et pourquoi. Aussi faire un à table avec Nancy, c'est encore là peut-être, je sais pas trop, je vais essayer de la convaincre si évidemment vous voulez voir ça, en fait un à table avec Nancy pour Expedition to New Dale, une fois qu'on aurait terminé la campagne de 8 scénarios, vous donner un peu notre opinion personnelle sur le jeu. Il y a aussi une autre vidéo que je veux définitivement faire très bientôt. Pourquoi je n'aime pas Seafall, où est-ce que je n'aurai aucun gant blanc, que je vous montrerai une pléthore de trucs et je vous dirai pourquoi est-ce que ce jeu-là se vend pour la modique somme de 30$ et moins de 30$ dans les boutiques physiques ainsi que les boutiques en ligne. Autrement, il y aurait aussi peut-être une vidéo sur Bees, qui est un petit jeu ici que j'ai découvert, ce serait intéressant. Une critique sur Boss, une critique aussi de Watergate. Bref, j'ai plusieurs jeux comme ça que j'ai en tête qui sont en train de cogiter ici. Si vous avez des suggestions, j'aurais peut-être pensé aussi faire un top de jeux à 2 joueurs, mais des gros jeux, là, les gros jeux d'envergure, donc vraiment des gros jeux à 2 joueurs. Peut-être aussi un top de placement d'ouvriers, parce que le placement d'ouvriers n'est pas une mécanique que j'affectionne particulièrement, donc vous partagez quels sont les placements d'ouvriers qui, moi, viennent vraiment me plaire et qui sortent des sentiers battus selon moi. Finalement, peut-être une critique et un avant, pendant, après Antiquity avec Nancy, étant donné qu'on peut y jouer beaucoup. Donc, je vous ouvre la porte à différentes suggestions et à vous de me dire qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans les commentaires. Alors, c'est ce qui conclut mon Quad 9. Encore une fois, désolé, je prends beaucoup de temps et je m'en excuse grandement, mais j'essaie de vous donner le meilleur de ma perspective, mes impressions sur les jeux que j'ai joués et il y en avait beaucoup ce mois-ci. N'oubliez pas de laisser un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié. Si vous voulez me laisser un commentaire, ça me fait plaisir d'y répondre. Et aussi, si vous n'êtes pas d'accord avec mon opinion sur certains jeux, c'est normal, on est tous différents. Mais donnez-moi un peu votre perspective sur ce jeu-là et ça me fera grand plaisir de pouvoir y revenir avec vous. Sinon, allez nous liker sur Facebook. On fait beaucoup de live Facebook ces temps-ci, étant donné qu'on est dans le confinement. Donc, allez voir ça, allez visiter notre page Facebook. Abonnez-nous à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi à notre Instagram. Suivez-nous là-dessus. On publie quelques photos ici et là. Et sur ce, mon nom c'était Vincent et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage. 1, 2